Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Intelligence stratégique et géostratégie. Collection dirigée par Viviane Ducastel. La collection Intelligence stratégique et géostratégie vise à mieux comprendre les évolutions du monde découlant de la nouvelle donne géopolitique en construction. Le recours à l'intelligence stratégique et à la géostratégie sont des incontournables du décryptage du monde. Les éditions L'Harmattan ont souhaité éclairer les lecteurs sur les changements géostratégiques en créant cette collection, Intelligence stratégique et géostratégie. Celle-ci se donne pour objectif de présenter des analyses et des mises en relation d'événements internationaux, ainsi que des projections de la géographie et des composantes intrinsèques des États, face à un contexte spécifique dans une perspective stratégique. Dernière parution. Jacques Darocha Gao Je t'aime 2012. Paul Ohana, Mon père au cœur du judaïsme marocain 2012. Henri Prochor, Israël-Palestine, vers une paix historique. Le scénario d'une sortie de crise au Proche-Orient 2012. Isabelle Tisserand, La prise en charge du choc en situation de crise 2012. Patrick de Fontbressin, France Dépassement, L'heure de la citoyenneté volontaire, 2011. Fabienne Costadau, La mer de Baran, un nouvel enjeu géostratégique, 2011. Jean Bigot, Où va le Kenya? Un grand d'Afrique entre tension et développement, 2011. Dédicace. Pour Genovette Drukiut, et pour tous les Camusiens de Lituanie. Préface. Camus et le général de Gaulle se rencontrent le 5 mars 1958. Bien sûr, on aimerait savoir en détail ce qu'ils se sont dit. Thierry Laurent n'invente pas la scène, comme d'autres l'auraient fait. Pour donner une idée du rapport entre les deux hommes, en fait du rapport de Camus à de Gaulle puisqu'on n'a pas d'éléments de la relation inverse, il rassemble le plus de documents possible, articles, lettres, notes, témoignages, et les faisant parler, il propose un état subtil de cette question qui n'avait jamais été traitée en tant que telle. Les documents sont contextualisés, soigneusement et sobrement. Le parcours est chronologique, de la résistance à la guerre d'Algérie. Sur ces 20 années essentielles, Thierry Laurent procure au lecteur une leçon d'histoire, brève mais précise, où l'on voit apparaître une bonne partie du personnel politique des années d'après-guerre. Il soigne tout particulièrement ses rappels des années 1958 à 1960. À chaque étape, il montre les positions de Camus face au général. Le nom de celui-ci apparaît souvent sous la plume de l'éditorialiste de combat, mais Camus, qui n'a pas le culte de l'homme providentiel, réfléchit surtout sur le gouvernement, les modes d'exercice du pouvoir, l'évolution sociale et politique de la France, le tout à la lumière du programme du CNR de 1944. Les pages de Thierry Laurent dessinent une position subtile de Camus et font ressortir combien, tout en ayant de fortes convictions, il n'a ni préjugés ni certitude toute faite, quoi qu'on en dise. De brèves synthèses conclusives le redisent à la fin de chacun des 4 chapitres, d'une manière pertinente et nuancée. L'hypothèse par exemple d'un Camus agoliste à une époque de cristallisation de positions antagonistes a de quoi séduire. Dans un dialogue constant avec la critique camusienne, en particulier les beaux travaux de Jean-Yves Guérin, Thierry Laurent dessine un visage de Camus face à l'histoire. Ardent et vigilant, ne se laissant pas séduire par le grand homme, mais espérant aussi contre toute espérance aux heures les plus sombres de la guerre d'Algérie. C'est par des travaux scrupuleux et honnêtes, qui viennent asseoir ou infirmer des intuitions confuses, que progresse la connaissance d'un auteur. On a plaisir à saluer les qualités de ce travail-ci. Agnès Spicuel, professeure des universités, présidente de la Société des études camusiennes. Introduction. Des centaines d'ouvrages et des milliers d'articles ont été consacrés à Camus et à son œuvre depuis les années 60, en France et l'étranger. Autant, de toute évidence, ont paru à propos du général de Gaulle et de son action politique. Curieusement, comme nous l'a confirmé l'universitaire Agnès Spicuel, spécialiste de Camus et présidente de la Société des études camusiennes, aucune étude n'a été entreprise concernant les rapports idéologiques ou les jugements réciproques entre ces deux grandes personnalités du XXe siècle. Certes, tout concourait à ce que l'un et l'autre restassent éloignés. L'origine sociale, la formation intellectuelle, le parcours de vie, le caractère.
Camus ne devint jamais gaulliste, on le sait. Il n'empêche que l'on est en droit de se demander ce que ce dernier, résistant, journaliste engagé, pensait du fondateur de la France libre devenu chef du gouvernement provisoire de la République en 1944. Et pourquoi donc a-t-il d'emblée gardé ses distances, tout en le respectant, vis-à-vis d'un dirigeant politique qui séduisait quand même une partie de ses anciens camarades de gauche ? Plus tard, le pied noir est pris de justice, mais qu'inquiétait le projet d'indépendance de l'Algérie ? N'a-t-il pas été tenté de faire confiance à l'homme providentiel de 1958 ? Qu'est-ce qui a rendu alors impossible un rapprochement, pourtant légèrement esquissé ? De son côté, le général, féru de littérature, appréciait-il les romans, les essais philosophiques ainsi que les prises de position du jeune écrivain ? Si les indices et les textes manquent pour traiter ce dernier point, et cela seul vaut déjà comme élément de réponse à la question, en revanche, Camus a eu l'occasion à plusieurs reprises de commenter les agissements de ce militaire atypique et rebelle devenu chef d'État. La lecture de sa correspondance publiée, de ses articles à combat, d'un certain nombre d'entretiens, de conférences ou de confidences durant l'immédiate après-guerre ou à la fin des années 50, nous en apprend beaucoup. Nous ne doutons pas que des lettres inédites ou détruites, des conversations dont le souvenir s'est perdu, des aveux de ceux qui l'ont connu, auraient pu apporter de précieux et supplémentaires éléments d'information. Madame Catherine Camus, sollicitée, nous a aimablement répondu en faisant part de ses propres sentiments quant à l'éloignement entre son père et le général, tout en avouant qu'elle savait peu de choses sur le sujet. Fort heureusement, les 4 tomes de la récente réédition de l'œuvre en Pléiade par Jacqueline Lévy-Valency et Raymond Guécrosier constituent déjà un solide matériau de travail. Il complète l'édition de Roger Quillot dans les années 60, d'autant plus intéressante que l'auteur, quelque temps secrétaire particulier de Camus, était lui-même un homme très engagé en politique. En outre, les ouvrages, articles et communications que Jean-Yves Guérin a consacrés à Camus face à l'histoire sont particulièrement éclairants. Tout naturellement, nous allons traiter le sujet de façon chronologique à partir de la période de la Seconde Guerre mondiale. D'aucuns s'étonneront peut-être de la parution de cet essai dans la collection Intelligence stratégique et géostratégie de l'Harmattan, plutôt que dans une collection davantage littéraire. La compréhension des grands enjeux nationaux et internationaux, la détection des risques de Troisième Guerre mondiale, l'analyse des causes et des effets de la décolonisation, l'étude approfondie du cas algérien, la réflexion sur les totalitarismes modernes, les enquêtes sur les démocraties populaires de l'Est comme sur l'Espagne franquiste, la détection des signaux qui peuvent indiquer des opportunités politiques ou diplomatiques à exploiter, voilà autant de sujets qu'U' aura traité Camus dans son œuvre de journaliste en vue de décrypter le monde. Il a ainsi contribué à éclairer ou à interpeller les gouvernants pendant les 15 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Si De Gaulle n'a peut-être pas été son lecteur le plus assidu, ses collaborateurs et attachés de presse l'auront forcément été en certaines périodes. Chapitre 1 du temps de la Résistance. Pacifiste et antimilitariste au milieu des années 30, Camus évolue radicalement par la suite. Il comprend avec la mort de la jeune République espagnole puis avec les velléités hitlériennes d'hégémonisme que les démocraties doivent se défendre et qu'il peut y avoir des guerres justes, comme l'affirmait Montesquieu en son temps, celles où des peuples se soulèvent contre des tyrans ou des envahisseurs. Il écrira plus tard : « Nous avons eu à vaincre notre goût de l'homme, l'image que nous nous faisions d'un destin pacifique, cette conviction profonde où nous étions qu'aucune victoire ne paie, alors que toute mutilation de l'homme est sans retour. Nous avons dû faire taire notre passion de l'amitié. » À 2 reprises, après le début du conflit en septembre 1939, il demande à s'engager dans l'armée française mais sa tuberculose ne l'y autorise pas. La défaite, l'armistice puis l'occupation, cette chose ignoble, le bouleverse. La vie en France est un enfer pour l'esprit maintenant, constate-t-il. Sa correspondance autant que les témoignages de ses proches attestent qu'il s'insurge contre la dictature du maréchal Pétain, une constitution à l'image des régimes totalitaires, le rapprochement politique avec l'Allemagne, des mesures iniques, voire ignobles, en particulier les discriminations antisémites décidées dès octobre 1940. Il adresse ce message à Claude de Fréminville : « Ne lâchons rien de ce qui est encore valable. Il y aura peut-être des revanches. » À Yvonne Duqueslar, il écrit avec gravité : «
Maintenant il n'y a qu'une valeur morale et c'est le courage. Et cet autre envoie le 23 octobre à une amie juive, Irène Jian, « Laissons passer le vent mais il ne peut pas durer. Il ne durera pas si chacun à sa place se borne à affirmer tranquillement que ce vent sent mauvais. » Pour autant, rien n'établit qu'il ait pu entendre l'appel du 18 juin ou qu'il ait loué de quelque façon le fondateur de la France libre. À sa façon, il se rebelle contre l'ordre établi après avoir quitté Paris soir et regagné l'Algérie. À Oran, en 1941, il donne des cours à des enfants juifs interdits de scolarité par les lois de Vichy. On dit que l'exécution de l'ancien député communiste Gabriel Péry par les nazis en décembre le révulse. Il refuse de publier dans la NRF que dirige Pierre Drieux-La Rochelle, pro-allemand notoire, et soutient le projet de Pascal Piat de créer en zone libre une revue littéraire de qualité qui publierait des articles d'auteurs juifs ou politiquement incorrects pour l'époque. Il entreprend la longue rédaction du roman La Peste dont le dessein est d'enseigner qu'il faut combattre pour éviter de vivre à genoux. La Peste, dont j'ai voulu qu'elle se lise à plusieurs portées, a cependant comme contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme. N'y a-t-il pas d'ailleurs dans le récit une allusion à ces voix venues de l'étranger et qui parviennent dans la cité pestiférée par la radio, comme celle des Français libres à la BBC, des voix inconnues et fraternelles mais qui mettent en évidence la terrible impuissance où se trouve tout homme de partager vraiment une douleur qu'il ne peut pas voir. À propos de voix venues de l'étranger, Herbert Erlotman mentionne une anecdote que lui ont rapportée Francine Camus et sa sœur Christiane Faure, et qui laisse à penser qu'il a souvent dû être question de Londres et du général dans les réunions familiales. Un jour, comme Charles de Gaulle à la radio de Londres demandait à tous les patriotes de cesser le travail pendant 5 minutes pour témoigner de leur soutien à la France libre, la mère de Francine posa son stylo sur sa table, à la poste. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.